Humilié au dîner, mon neveu crache dans mon plat sous les rires de tous. Banni par ma famille, ma réponse fut simple, compris. Le paiement de l'hypothèque s'arrête demain. Leurs messages ont aussitôt explosé. Je m'appelle Solange, j'ai 34 ans et je suis professeur des écoles à Lyon. Ce qui aurait dû être un simple dîner d'anniversaire pour ma mère s'est transformé en cauchemar lorsque mon neveu de 9 ans, Théo, a craché directement dans mon assiette en annonçant « Maman dit que tu le mérites ». Les rires qui ont suivi m'ont blessé plus profondément que des couteaux. Je suis parti discrètement, les larmes coulant sur mon visage pendant que je rentrais chez moi en voiture. Puis sont venus les SMS, cette nuit-là. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je payais le crédit immobilier de mes parents depuis 3 ans. Grandir en tant qu'enfant du milieu entre Jessica, ma sœur aînée de 3 ans, et Étienne, mon petit frère de 4 ans, a façonné ma vie d'une manière que je n'avais jamais pleinement comprise jusqu'à récemment. Depuis mes plus lointains souvenirs, notre dynamique familiale tournait autour d'une hiérarchie tacite avec Jessica, fermement au sommet des affections de mes parents. Quand Jessica a reçu un vélo rouge flamboyant pour son 10e anniversaire, j'ai attendu mon tour avec impatience l'année suivante. À la place, j'ai eu un vélo bleu d'occasion de notre cousin que papa a repeint. Nous devons être pragmatiques, a expliqué maman. Ta sœur avait besoin d'un bon vélo pour sa tournée de journaux. Elle gagne de l'argent pour la famille. J'ai hoché la tête, ravalant ma déception comme une pilule amère, une chose à laquelle je deviendrai experte au fil des ans. Les réussites scolaires suivaient le même schéma. Jessica a ramené un B+ en maths et maman l'a affiché bien en vue sur le réfrigérateur pendant des semaines. Quand j'ai obtenu d'excellentes notes dans toutes les matières pendant un semestre entier, maman a simplement hoché la tête. C'est bien, ma chérie. Les études sont faciles pour toi, donc ce n'est pas aussi impressionnant. Cette logique a tordu ma compréhension de la réussite, m'apprenant que mes succès comptaient en quelque sorte moins. Les anniversaires racontaient la même histoire. Jessica avait des fêtes avec des amis de l'école et du quartier. Pour mon 13e anniversaire, maman a dit « Tu n'es pas vraiment un papillon social comme ta sœur. On va juste manger un gâteau à la maison. » J'ai fait semblant que ça ne me dérangeait pas, tout en pleurant dans mon oreiller cette nuit-là. Jessica a appris très tôt à tirer parti de ce favoritisme. Quand quelque chose disparaissait, des cookies aux pépites de chocolat ou un vase qui se cassait mystérieusement, Jessica disait « C'est Solange qui l'a fait. » Et sans enquête, j'étais puni. Mes protestations tombaient dans l'oreille d'un sourd face aux accusations larmoyantes de Jessica. Au lycée, Jessica avait affiné ses manipulations, se peignant habilement en victime dans n'importe quel conflit tout en me dépeignant comme jalouse et méchante. Quand les décisions pour l'université sont arrivées, le schéma a continué. Jessica a choisi une école de commerce, recevant un soutien enthousiaste et une aide financière de nos parents. Elle fera quelque chose de sa vie, disait fièrement papa à la famille. Quand j'ai annoncé ma décision de devenir enseignante, la réponse a été tiède. Les professeurs gagnent à peine de quoi vivre, a soupiré maman. On espérait plus d'ambition de ta part. Malgré les comparaisons constantes, j'ai financé mes études universitaires grâce à des bourses et des petits boulots, obtenant mon diplôme avec mention en sciences de l'éducation. J'ai décroché un poste d'enseignante en CM1 à l'école élémentaire des Pins, un travail que j'aimais sincèrement malgré son salaire modeste. Pendant ce temps, Jessica a épousé Didier, un promoteur immobilier prospère, et a immédiatement commencé à construire la famille parfaite que mes parents avaient toujours imaginée. Il y a 3 ans, tout a basculé quand papa a eu une crise cardiaque. Pendant sa convalescence, maman m'a avoué en larmes qu'ils avaient 6 mois de retard sur les paiements du crédit et risquaient la saisie immobilière. Sans hésiter, j'ai proposé de les aider. Juste le temps que ton père se remette sur pied, m'a assuré maman. J'ai mis en place des paiements automatiques pour leur mensualité de 2000 €, poussant mon salaire d'enseignante à ses limites. Les mois ont passé, puis 1 an, puis 2. Chaque fois que je mentionnais doucement de leur retransférer les paiements, de nouvelles raisons surgissaient. Ton père a besoin d'une autre intervention, ou nous avons eu des factures d'impôts inattendues cette année. Pendant ce temps, Jessica et Didier achetaient une résidence secondaire à Chamonix et envoyaient leurs enfants dans des écoles privées coûteuses, sans jamais offrir une seule fois une aide financière à nos parents. Étienne, mon petit frère, ajoutait une autre couche de complexité à notre dynamique familiale. Après avoir abandonné l'université, il passait d'un emploi à l'autre, ne durant jamais plus de quelques mois. Il est retourné vivre dans le sous-sol de nos parents à 25 ans, où il est resté à 30 ans, soi-disant en train de se chercher tout en jouant aux jeux vidéo et en accumulant des dettes. Il y a 3 mois,
Étienne m'a approché avec une proposition commerciale, une boutique de cigarettes électroniques qu'il voulait ouvrir avec un ami. Il avait besoin de 40 000 € comme capital de départ. Pour la première fois, j'ai dit non à une demande financière familiale, expliquant que j'étais déjà à la limite avec les paiements du crédit et mes propres frais de subsistance. Son visage s'est assombri face au rejet. Jessica avait raison à ton sujet, a-t-il marmonné avant de s'éloigner. J'ai appris plus tard que Jessica avait raconté à nos parents et à Étienne que j'avais reçu un héritage massif de notre grand-mère, que j'amassais égoïstement. C'était complètement inventé. Grand-mère avait laissé ses modestes économies à partager équitablement entre tous les petits-enfants, soit environ 5 000 € chacun. Malgré la distance et la tension grandissante, j'espérais toujours une réconciliation. La famille, c'était la famille, après tout. Quand maman a appelé pour son dîner d'anniversaire de 65 ans, j'ai immédiatement accepté, y voyant une occasion de réparer certains des liens qui s'effilochaient entre nous. Je n'avais aucune idée à quel point les choses étaient vraiment brisées. L'invitation est arrivée un mardi après-midi. On fait une petite fête pour mon anniversaire samedi, a dit maman, sa voix portant ce ton familier d'obligation plutôt que d'enthousiasme. 18 h, rien de sophistiqué. Avant que je puisse répondre par plus qu'un simple oui, elle a ajouté, Jessica s'occupe de la plupart des préparatifs, bien sûr. Puis elle a raccroché. Malgré la brièveté de la conversation, une certaine excitation bouillonnait en moi. Les réunions de famille étaient devenues de plus en plus rares et tendues au cours de l'année écoulée, mais les anniversaires avaient toujours été des occasions sacrées dans notre foyer. Cela pourrait être l'occasion parfaite de commencer à guérir la fracture grandissante. J'ai passé des heures ce soir-là à chercher en ligne le cadeau parfait. Maman avait toujours aimé les broches anciennes, alors j'ai trouvé une pièce antique en forme de libellule en saphir des années 1930 qui correspondait parfaitement à la couleur de ses yeux. Elle coûtait 375 €, près de la moitié de mon budget discrétionnaire du mois, mais je savais que ça en vaudrait la peine de voir une véritable appréciation sur son visage. La veille du dîner, j'ai pris une demi-journée de congé pour lui préparer son gâteau mousseline au citron avec un fourrage à la framboise préférée. La recette était laborieuse, nécessitant des œufs séparés, un pliage minutieux des blancs en neige et un équilibre délicat entre l'acide et le sucré dans le fourrage. C'était son préféré depuis l'enfance, quelque chose que sa propre mère avait l'habitude de faire. Alors que j'emballais soigneusement le gâteau le samedi après-midi, je répétais des sujets de conversation positifs et me préparais mentalement à ignorer toute pique subtile ou comparaison avec Jessica. Ce soir sera différent, me suis-je dit dans le miroir en appliquant mon mascara. Concentre-toi sur les bons souvenirs et sur la création de nouveaux. J'ai choisi une robe portefeuille vert forêt qui complimentait mes cheveux auburn, associée aux boucles d'oreilles en perles que maman m'avait offertes pour mon 21e anniversaire. L'un des rares cadeaux vraiment attentionnés qu'elle ait jamais choisi pour moi. Leur poids familier contre mon cou ressemblait à un talisman de temps meilleur. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents a duré 45 minutes dans la circulation du samedi. Mon esprit a vagabondé vers le dernier rassemblement familial vraiment positif, Noël il y a 2 ans. Papa se remettait bien de sa crise cardiaque. Étienne venait de commencer un travail prometteur dans un centre de support technique, et Jessica avait été occupée avec sa belle famille pendant une grande partie des vacances. Pendant quelques heures, nous avions ri ensemble en regardant de vieilles photos de famille et avions sincèrement apprécié la compagnie des uns et des autres. Je suis arrivé 30 minutes en avance, espérant aider aux préparatifs et peut-être avoir quelques minutes en tête-à-tête avec maman avant que tout le monde n'arrive. Tenant la boîte à gâteaux avec précaution, j'ai sonné à la porte. Une nervosité inattendue s'est agitée dans mon estomac. Maman a ouvert la porte, ses yeux tombant immédiatement sur la boîte à gâteaux. « Oh, tu as apporté le dessert. » Jessica a déjà commandé un gâteau de la pâtisserie Bellini. C'est le gâteau au chocolat et aux noisettes préféré de ton père. Elle s'est écartée pour me laisser entrer sans prendre la boîte de mes mains. J'ai pensé que ce serait bien aussi, ai-je dit, forçant un ton enjoué. On peut avoir le choix, non? Maman a soupiré. Je suppose qu'on peut le mettre dans la cuisine. La maison sentait l'ail rôti et les herbes. L'agneau au romarin signature de papa était déjà au four. Il est apparu de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Solange, tu es en avance. Son sourire semblait sincère alors qu'il me faisait un rapide câlin avant de retourner à ses fourneaux. J'ai posé mon gâteau sur le comptoir à côté d'une création en chocolat élaborée, provenant clairement de la pâtisserie chère de l'autre côté de la ville. Mon effort fait maison semblait soudainement humble et amateur en comparaison.
Maman y a à peine jeté un coup d'œil avant de me demander de mettre la table de la salle à manger. 1 heure plus tard, la sonnette a de nouveau retenti, annonçant l'arrivée de Jessica avec Didier et leurs 2 enfants, Théo, 9 ans, et Lise, 6 ans. Leur entrée était typiquement dramatique. La voix de Jessica résonnait dans toute la maison alors qu'elle criait ses vœux d'anniversaire à maman, qui s'est précipitée pour l'embrasser, ainsi que les enfants. Désolé, nous sommes un peu en retard, a annoncé Jessica, bien qu'il n'ait que 15 minutes de retard sur leur invité. Nous devions nous arrêter pour récupérer ton cadeau. J'ai trouvé la chose absolument parfaite, maman. Étienne est sorti du sous-sol alors que le dîner était presque prêt, me gratifiant d'un bref signe de tête avant de s'extasier devant les enfants de Jessica. Il s'est délibérément positionné à l'autre bout de la pièce, engageant la conversation avec tout le monde mais évitant ostensiblement de me parler directement. « Comment ça va à l'école ?» m'a demandé papa pendant un silence avant le dîner, semblant sincèrement intéressé. « Très bien », ai-je commencé avec enthousiasme. Mes élèves viennent de terminer leur projet de foire scientifique et... As-tu parlé à maman de notre voyage à Chamonix, a interrompu Jessica, sans même reconnaître que j'étais en train de parler. On emmène les enfants skier pendant les vacances d'hiver. Toi et papa devriez nous rejoindre quelques jours. Les yeux de maman se sont illuminés. Ça a l'air merveilleux. Nous ne sommes pas allés à la montagne depuis des lustres. Je me suis tu, reconnaissant le schéma familier. Toute attention dirigée vers moi serait rapidement redirigée vers Jessica ou sa famille. Maintenant ma résolution de rester positive, j'ai complimenté Lise sur sa robe scintillante à licorne, ce qui m'a valu un sourire timide avant qu'elle ne soit emmenée par sa grand-mère pour montrer une nouvelle figure qu'elle avait apprise au cours de gymnastique. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, Jessica m'a accidentellement bousculé en portant son verre de vin rouge, renversant quelques gouttes sur la manche de ma robe. « Oups, quelle maladroite !» a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Heureusement que ta robe est foncée. Les taches ne se verront pas trop. » J'ai tamponné les taches avec ma serviette, déterminé à ne pas laisser l'incident gâcher mon humeur. « Pas de problème, ai-je répondu d'un ton égal. Ça partira au lavage. » Papa s'est occupé de servir l'agneau, évitant soigneusement de s'impliquer dans tout conflit potentiel. Sa complicité silencieuse dans ces dynamiques était devenue sa réponse standard au fil des années de tension familiale, choisissant la voie de la moindre résistance plutôt que de s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Malgré la gêne initiale, j'avais toujours l'espoir que la soirée pourrait s'améliorer. Les dîners de famille avaient toujours été imprévisibles, passant du plaisant au douloureux sans grand avertissement. Ce soir pourrait encore être l'un des bons. Il fallait juste que je continue d'essayer. La table de la salle à manger avait été rallongée au maximum, recouverte de la nappe en dentelle de couleur crème réservée aux grandes occasions. Les verres en cristal scintillaient sous la lumière du lustre, et maman avait utilisé sa porcelaine de mariage, des assiettes blanches délicates avec une bordure argentée. Le cadre formel contrastait vivement avec la tension qui crépitait sous les sourires forcés et les conversations guindées. J'ai immédiatement remarqué que le plan de table m'isolait à un bout, avec Jessica, Didier et les enfants regroupés autour de maman à l'extrémité opposée. Étienne était assis à mi-chemin entre nous, créant une manifestation physique de la hiérarchie familiale. Papa a pris sa place habituelle en bout de table, servant les plats et remplissant les verres de vin tout en maintenant une neutralité prudente. « Solange, passe les pommes de terre, s'il te plaît », a demandé Jessica, bien que le plat soit plus proche de maman que de moi. Alors que je me penchais pour le récupérer, elle a ajouté avec un sourire mielleux, « Je vois que tu manges toujours des glucides. C'est courageux. » J'ai passé le plat sans répondre à la pique, en prenant une petite portion pour moi avant de le lui envoyer. Théo a observé cet échange avec des yeux curieux, observant le comportement de sa mère avec l'attention d'un enfant qui apprend les codes sociaux. « Comment va le marché immobilier ces temps-ci, Didier ?» a demandé papa, orientant la conversation vers un terrain plus sûr. Didier s'est lancé dans une explication détaillée des valeurs immobilières et des taux d'intérêt, jetant périodiquement un coup d'œil à son téléphone sous la table. Jessica rayonnait de fierté en regardant son mari, intervenant de temps en temps avec des commentaires qui soulignaient leur réussite financière. « On vient de signer pour cette propriété au bord du lac dont je t'ai parlé le mois dernier », a-t-elle annoncé. Le marché est fou en ce moment, mais on a réussi à négocier une affaire incroyable. Elle s'est tournée vers notre mère. Ce sera parfait pour les réunions d'été. Beaucoup plus d'espace qu'ici. Maman a souri avec nostalgie. Ça a l'air charmant. Ton père et moi avons toujours rêvé d'une résidence secondaire.
Un silence inconfortable a suivi son commentaire. La réalité non dite de leurs difficultés financières flottait dans l'air. J'ai bougé sur ma chaise, parfaitement consciente que mes paiements mensuels du crédit étaient la seule chose qui les empêchait de perdre leur résidence principale, sans parler d'acquérir des résidences secondaires. En parlant de finances, a dit Jessica, sa voix prenant un ton faussement décontracté, Étienne me parlait de son idée d'entreprise. Ça a l'air vraiment prometteur. Étienne s'est redressé. Ouais, la boutique de cigarettes électroniques. L'étude de marché montre que ça comblerait un vrai besoin dans le quartier. Quel dommage que tu n'aies pas pu obtenir le financement, a dit maman, ses yeux glissant vers moi d'un air accusateur. Parfois, la famille devrait se soutenir, surtout quand certains ont plus que d'autres. L'insinuation était claire, et mes joues ont brûlé d'injustice. Je soutiens notre famille de bien des manières, ai-je dit doucement, croisant son regard. Oh, comme quoi exactement, a lancé Jessica, coupant son agneau avec une force inutile. Venir dîner de temps en temps. Pendant ce temps, Étienne a une vraie opportunité qui pourrait changer sa vie, et tu ne veux même pas envisager de l'aider. Je suis déjà financièrement à la limite, ai-je expliqué, essayant de garder ma voix égale. Les paiements du crédit prennent une part importante de mon revenu, et les professeurs ne gagnent pas ce que gagnent les promoteurs immobiliers. Toujours la martyre, s'est moquée Jessica. Les paiements du crédit que personne n'a demandé. Papa s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Ne parlons pas de finances à un dîner d'anniversaire, a-t-il suggéré faiblement. Pourquoi pas, a insisté Jessica. Solange adore nous rappeler ses contributions financières tout en gardant son héritage pour elle. Quel héritage, ai-je demandé, sincèrement confuse. S'il te plaît, a dit Jessica en levant les yeux au ciel de façon théâtrale. L'argent de grand-mère. On sait tous que tu en as eu la plus grande partie. C'est absolument faux, ai-je dit, sentant ma façade de calme commencer à se fissurer. Nous avons chacun reçu exactement 5 000 € au décès de grand-mère. Tu peux le vérifier auprès du notaire. Les filles, s'il vous plaît, est intervenue maman, bien que son ton ait clairement indiqué de quel côté elle était. Solange, pourquoi dois-tu toujours tout rendre si difficile? Ta sœur essaie juste d'aider ton frère. Le sentiment familier d'être victime de gaslighting m'a envahi. Peu importe la réalité, je serai toujours positionné comme la difficile, l'égoïste, le problème. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me recentrer face à la marée montante de frustration. Jessica a chuchoté quelque chose à Théo, qui était assis à côté d'elle, tout en me lançant un regard noir. Le garçon a hoché la tête, une expression malicieuse traversant son visage, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Alors, maman, ai-je tenté de rediriger la conversation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 65 ans? Une sagesse à partager avec nous? Avant qu'elle ne puisse répondre, Théo s'est levé de sa chaise, a fait le tour de la table jusqu'à moi, et s'est penché sur mon assiette. Avec une lenteur délibérée, il a craché directement sur mon agneau et mes pommes de terre à moitié mangées, un amas de salive atterrissant en plein centre. La table est tombée dans le silence pendant un battement de cœur. Maman dit que tu le mérites, a annoncé fièrement Théo, se retournant vers Jessica pour approbation. Puis sont venus les rires. Ça a commencé avec Jessica, un aboiement sec qui ne contenait aucun humour, seulement de la satisfaction. Didier a suivi avec un petit rire, secouant la tête comme s'il assistait à une farce inoffensive. Étienne a reniflé dans son verre de vin, les épaules secouées. Même maman a couvert sa bouche, mais ses yeux se sont plissés d'un amusement indéniable. Papa a baissé les yeux sur son assiette, ne disant rien, ne faisant rien. Le son m'a entouré, se refermant sur moi comme des murs. Mon visage brûlait d'humiliation alors que les larmes menaçaient de couler. La pièce semblait légèrement penchée. La lumière du lustre était soudainement trop vive, les rires trop forts. Ma gorge s'est serrée, rendant la respiration difficile. Théo, retourne à ta place maintenant, a finalement dit Jessica entre deux gloussements persistants. Ce n'était pas une réprimande, mais un renvoi satisfait d'un travail bien fait. J'ai regardé chaque visage autour de la table, cherchant le moindre signe de malaise ou de reconnaissance de l'extrême inapproprié et cruauté du moment. Il n'y en avait aucun, seulement divers degrés d'amusement et de satisfaction suffisante. Avec des mouvements mécaniques, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette profanée, je me suis levé et j'ai récupéré mon sac à main dans le salon. Personne ne m'a suivi ni appelé alors que je me dirigeais vers la porte d'entrée. J'ai entendu Jessica dire quelque chose qui a déclenché une autre salve de rire.
En fermant la porte derrière moi, dans ma voiture, les mains tremblant sur le volant, j'ai finalement laissé les larmes venir. Elles brouillaient la route alors que je rentrais chez moi, l'image de Théo crachant sur ma nourriture jouant en boucle dans mon esprit. Plus douloureux que l'acte lui-même était la réponse coordonnée, l'accord collectif que je méritais un tel traitement, que mon humiliation était un motif de célébration plutôt que d'inquiétude. À un feu rouge, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur, le mascara coulant sur mes joues rouges, les yeux gonflés et rougis. À cet instant, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours présente, une douleur physique dans ma poitrine, mais en dessous, quelque chose de nouveau s'agitait, une colère calme et stable. Pas l'éclat de l'indignation que j'avais ressenti à table, mais quelque chose de plus profond et de plus résolu. J'avais passé ma vie à accepter des miettes d'affection et de respect de la part de personnes qui avaient prouvé à maintes reprises qu'elles étaient incapables de voir ma valeur. Ce soir, elles m'avaient enfin montré exactement le peu que je comptais pour elles. Non pas par des pics subtils ou des commentaires passifs-agressifs, mais par une cruauté manifeste et indéniable. En arrivant dans le parking de mon immeuble, j'ai réalisé avec une clarté saisissante que c'était fini. Fini d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement, fini de financer leur style de vie tout en étant traité comme une étrangère, fini d'accepter le récit qu'ils avaient construit sur qui j'étais. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Mais en me lavant le visage et en enlevant ma robe tachée de vin, je savais avec certitude que quelque chose de fondamental avait changé. Quelle que soit la relation que nous aurions à l'avenir, ce serait à des conditions entièrement nouvelles, où il n'y aurait aucune relation du tout. Mon appartement semblait inhabituellement silencieux alors que je me déplaçais dans un état second. L'épuisement émotionnel de la soirée pesait physiquement sur moi. J'ai préparé machinalement une tasse de tisane à la camomille, espérant qu'elle calmerait mon cœur qui battait encore la chamade. L'horloge de la cuisine indiquait 20h45, seulement 2 heures après mon arrivée chez mes parents, remplie d'une anticipation pleine d'espoir. J'ai envisagé d'appeler mon ami Laure, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Comment pourrais-je expliquer ce qui s'était passé sans avoir l'air d'exagérer? Le scénario était si extravagant, si caricaturalement cruel, qu'il semblait à peine crédible même pour moi qui l'avais vécu. Recroquevillé sur mon canapé avec une couverture sur les épaules, je fixais sans rien voir l'écran de télévision noir, n'ayant même pas l'énergie de l'allumer pour me distraire. La broche soigneusement emballée que j'avais achetée pour maman était toujours dans mon sac à main, oubliée dans ma sortie précipitée. Le gâteau était resté chez eux, probablement mis de côté au profit de la confection de la pâtisserie. À 21h30 précise, mon téléphone a sonné avec un message entrant. Pendant un bref instant d'espoir, j'ai pensé que ce pourrait être des excuses. Peut-être que papa avait repris ses esprits après mon départ et avait parlé. Peut-être que maman avait réalisé à quel point la soirée s'était horriblement mal passée. Le message venait bien de ma mère, mais il ne contenait aucune excuse. Ne nous contacte plus. Tu as montré ton vrai visage ce soir, en quittant mon dîner d'anniversaire après tout ce que nous avons fait pour toi. Jessica avait raison à ton sujet depuis le début. Mes mains tremblaient en fixant les mots. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je payais leur crédit depuis 3 ans, poussant mon salaire d'enseignante à ses limites pour les empêcher de perdre leur maison. Et ce soir, c'est moi qui avais été humilié devant toute la famille. Avant que je puisse formuler une réponse, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était une notification de notre conversation de groupe familial. Jessica avait posté un long message. Juste pour que tout le monde sache la vérité, Solange a montré sa vraie nature égoïste ce soir. Après que Théo ait accidentellement renversé de l'eau près de son assiette et se soit excusé, elle est partie en trombe comme une enfant faisant une crise de colère, gâchant l'anniversaire de maman. C'est exactement le genre de comportement dramatique et de recherche d'attention que nous subissons depuis des années. Je pense que nous avons tous besoin d'une pause de sa négativité. Le mensonge flagrant m'a stupéfié. De l'eau renversée. Des excuses. Rien de tout cela ne s'était produit. Théo avait intentionnellement craché dans ma nourriture et annoncé que je le méritais. Et tout le monde avait ri. Les messages ont commencé à affluer dans la conversation. Tellement irrespectueux de quitter l'anniversaire de maman, de la part du mari de Jessica, Didier. Elle ramène toujours tout à elle, d'Étienne, suivi d'un emoji pouce en l'air. Je suis profondément déçu, de maman. Papa est resté visiblement silencieux dans la conversation, ne me défendant pas ni ne se joignant à la curée. J'ai regardé avec incrédulité comment il construisait une réalité alternative, une où j'étais la méchante qui avait ruiné une soirée parfaitement agréable avec un comportement irrationnel.
Le gaslighting était si complet, si coordonné que pendant un instant, j'ai douté de ma propre mémoire des événements. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage fier de Théo annonçant « Maman dit que tu le mérites ». Le rire collectif qui a suivi. Il n'y avait aucune confusion possible sur ce qui s'était passé. À cet instant, quelque chose s'est cristallisé en moi. La clarté qui avait commencé dans la voiture s'est solidifiée en certitude. Ce n'était pas un malentendu ou une mauvaise soirée. C'était l'aboutissement d'une vie de mauvais traitement. Le masque tombant enfin pour révéler la vraie nature des sentiments de ma famille à mon égard. Pendant des années, j'avais essayé de gagner l'amour et le respect de personnes fondamentalement incapables de le donner. J'avais vidé mon compte en banque et mis en péril mon avenir financier pour soutenir des parents qui laissaient leur petit-fils me cracher dessus pour se divertir. Mes mains ont cessé de trembler alors que je composais une réponse. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses émotionnelles avant de me décider pour quelque chose de plus simple. Compris. Le prélèvement automatique du crédit s'arrête demain. La conversation est restée silencieuse pendant environ 30 secondes après l'apparition de mon message. Puis elle a explosé. De quoi tu parles, de maman? Tu ne peux pas faire ça, d'Étienne. Vous voyez, elle nous tient avec l'argent. Typique, de Jessica. Solange, appelle-moi immédiatement, de papa, rompant enfin son silence. J'ai regardé les messages s'accumuler sans répondre. Jessica a essayé une approche différente. Écoute, peut-être que les choses ont un peu dérapé ce soir. Théo n'est qu'un enfant qui a fait une erreur, mais menacer financièrement maman et papa, c'est dépasser les bornes. D'autres messages ont suivi en succession rapide, le ton passant de l'indignation vertueuse à la panique à mesure que la réalité de ma déclaration s'installait. Une mensualité de 2000 € qui disparaîtrait soudainement. Un crédit qu'il ne pouvait pas se permettre seul. Maman a appelé 2 fois, puis 3. J'ai refusé chaque appel. Étienne a envoyé des textos de plus en plus en colère, me traitant d'égoïste et de cruel. Papa a envoyé un message privé. S'il te plaît Solange, nous devons discuter de ça comme des adultes. Jessica a complètement changé de tactique. C'est exactement pour ça que tout le monde pense que tu es instable. Un petit incident et tu menaces de rendre nos parents sans abri. Quel genre de personne fait ça? L'ironie ne m'a pas échappé. Quand ils croyaient avoir le dessus, ils n'avaient aucun problème à me couper entièrement les ponts. Dès que leur sécurité financière était menacée, j'étais soudainement redevenu de la famille. Quelqu'un avec qui ils devaient arranger les choses. À 22h40, mon téléphone a de nouveau sonné. Le nom de Laure s'est affiché à l'écran. J'ai répondu, ma voix semblant étrange même à mes propres oreilles. Et, tout va bien, a-t-elle demandé immédiatement. Ton frère vient de m'appeler pour savoir où tu étais. Il a dit qu'il y avait une sorte d'urgence familiale. Je vais bien, l'ai-je assuré. Puis je me suis surprise à tout lui raconter, les mots sortant dans un récit confus et émotionnel des événements de la soirée. Oh mon Dieu, Solange, a soufflé Laure quand j'ai fini. C'est de la maltraitance. Pure et simple. J'avais l'impression de devenir folle, ai-je admis, la façon dont ils ont tous réécrit ce qui s'est passé. Du gaslighting classique, a-t-elle dit fermement. Et tu sais quoi? Tu devrais absolument annuler ce paiement de crédit. Il ne mérite pas un centime de ta part. Pour la première fois depuis que j'avais quitté le dîner, je me suis senti validé. Je ne surréagissais pas. Je n'étais pas la méchante dans cette histoire. Tu veux que je vienne, a offert Laure. Non, mais merci. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps seul pour tout digérer. Après avoir raccroché, j'ai complètement éteint mon téléphone, coupant court au barrage de messages et d'appels. Le silence soudain était déconcertant mais bienvenu. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis mon pyjama et je me suis glissé sous les couvertures, émotionnellement épuisé, mais étrangement calme. Malgré le chaos de la soirée, malgré la douleur qui palpitait encore dans ma poitrine, je suis tombé dans le sommeil le plus profond que j'ai connu depuis des années. Quelque chose s'était brisé en moi ce soir, oui, mais quelque chose d'autre avait été libéré. Dimanche matin est arrivé avec une lumière dorée filtrant à travers les rideaux de ma chambre. Pendant un instant, j'ai existé dans l'espace paisible entre le sommeil et l'éveil avant que les événements de la nuit précédente ne reviennent en force. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, hésitant avant de le rallumer. L'écran s'est immédiatement illuminé de notifications. 27 appels manqués, 43 SMS et 12 messages vocaux.
Je les ai parcourus sans en ouvrir aucun, notant le ton de plus en plus désespéré dans les aperçus des messages. Alors que je préparais mon café, on a frappé vivement à ma porte, me faisant sursauter. En regardant par le Judas, j'ai été choqué de voir Jessica dans le couloir, impeccablement habillée comme toujours, mais avec des cernes inhabituelles sous les yeux. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas là, mais un calme étrange s'était installé en moi pendant la nuit. J'ai ouvert la porte mais suis resté dans l'encadrement, bloquant l'entrée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, ma voix stable. « Tu as éteint ton téléphone ?» m'a-t-elle accusé comme si c'était un acte criminel. « On a essayé de te joindre toute la nuit. J'avais besoin d'espace. » « De l'espace ?» a-t-elle répété avec incrédulité. « Pendant que tu menaces de rendre nos parents sans abri ?» Très mature, Solange. Je l'ai regardée en silence, notant à quelle vitesse elle passait à l'attaque plutôt que de parler de ce qui s'était passé au dîner. L'ancienne moi se serait défendue, aurait essayé d'expliquer, peut-être même se serait excusée d'avoir causé de l'inquiétude. La nouvelle moi a simplement attendu. Mon silence semblait la déstabiliser. « Écoute », a-t-elle dit, changeant de tactique, sa voix s'adoucissant artificiellement. Hier soir, ça a dérapé. Théo traverse une phase où il répète des choses sans les comprendre. Je ne lui ai jamais dit de te dire ça. Il a dit que tu l'avais fait, et tu as ri, ai-je déclaré platement. C'était un rire nerveux, a-t-elle protesté. On était tous gênés. Vous n'étiez pas gênés. Vous étiez divertis. Vous tous. Jessica a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, la frustration évidente dans son geste. Pourquoi es-tu toujours si sensible ? C'était juste une bêtise d'enfant. Une bêtise d'enfant qu'aucun des adultes n'a corrigée, ai-je souligné. Au lieu de cela, vous avez tous ri, puis vous avez menti sur ce qui s'est passé, puis vous m'avez dit de ne plus jamais vous contacter jusqu'à ce que vous réalisiez que les paiements du crédit allaient s'arrêter. Son visage s'est durci. Alors, c'est du chantage. Non, Jessica, ce sont des conséquences. Pendant des années, j'ai soutenu financièrement nos parents tout en étant traité comme une étrangère dans ma propre famille. Hier soir a rendu très clair le peu de respect que vous avez tous pour moi. Pourquoi continuerais-je à payer pour des gens qui laissent leur petit-fils me cracher dessus pour se divertir ? Tu exagères complètement, a-t-elle explosé. Un incident et tu es prête à détruire notre famille. Ce n'était pas un incident. C'était l'incident final dans un schéma de toute une vie, ai-je expliqué calmement. Et je ne détruis rien. Je me retire simplement d'une dynamique malsaine. En menaçant nos parents de se retrouver à la rue. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement énoncé un fait. Je ne paierai plus le crédit d'une maison où je ne suis pas la bienvenue. Les yeux de Jessica se sont rétrécis. Tu sais qu'ils ne peuvent pas se le permettre seuls. Oui, je le sais. Tout comme je sais que toi et Didier avez acheté une résidence secondaire à Chamonix et une propriété au bord d'un lac récemment, mais que vous n'avez jamais proposé d'aider financièrement nos parents. C'est différent, a-t-elle balbutié. En quoi, ai-je demandé. Elle n'avait pas de réponse à cela. Au lieu de ça, elle a de nouveau changé de tactique, sa voix prenant le ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans en se positionnant comme la personne raisonnable, la mature. Solange, nous sommes une famille. Les familles se disputent. Elles ont des malentendus. Mais au final, on reste soudés. Maman et papa ont besoin de toi. Ils vieillissent et ce stress n'est pas bon pour le cœur de papa. La mention de la santé de notre père était un coup calculé, qu'elle avait utilisé de nombreuses fois pour manipuler les situations. Cette fois, ça n'a pas marché. Je suis consciente de leur situation, ai-je dit d'un ton égal. C'est pourquoi je leur donne un préavis de 30 jours avant que les prélèvements automatiques ne s'arrêtent complètement. Cela devrait être assez de temps pour que toi et Didier preniez le relais ou qu'ils prennent d'autres dispositions. Jessica m'a regardé, semblant à court de mots face à ma nouvelle résolution. Finalement, elle a secoué la tête. Je ne te reconnais même plus. C'est parce que tu ne m'as jamais vraiment connu, ai-je répondu doucement, en fermant la porte. Tout au long de la journée, les tentatives de contact ont continué. Maman a laissé des messages vocaux larmoyants qui passaient d'accusations en colère à des supplications pitoyables. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère, est devenue s'il te plaît, Solange, nous devons parler de ça en famille. Vers midi, mon téléphone a sonné avec un appel du secrétariat de l'école, ce qui était inhabituel pour un dimanche.
Solange, ton père est là et demande à te voir, m'a informé la secrétaire de week-end. Je lui ai dit que tu n'étais pas de service aujourd'hui, mais il est très insistant. L'idée que mon père se présente sur mon lieu de travail a provoqué une vague d'anxiété en moi, suivie d'indignation. S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas disponible et que je ne le rencontrerai pas aujourd'hui, ai-je instruit fermement. Plus tard, j'ai appris par une collègue que papa avait attendu dans le parking pendant près d'une heure avant de partir. La violation de mes limites n'a fait que renforcer ma conviction que quelque chose de fondamental devait changer dans notre relation. L'approche d'Étienne était moins subtile. Ces messages oscillaient entre les menaces, tu le regretteras si tu vas jusqu'au bout, et les tentatives soudaines de réconciliation, tu te souviens quand on construisait des forts dans le salon? On a toujours été là l'un pour l'autre. Lundi après-midi, je savais que j'avais besoin d'un soutien professionnel pour gérer la situation. J'ai appelé le docteur Marshall, une thérapeute que j'avais vue brièvement après une rupture difficile 2 ans auparavant, et j'ai eu la chance d'obtenir un rendez-vous d'urgence pour ce soir-là. Ce que vous décrivez est un système familial classique construit autour du rôle du bouc émissaire, a-t-elle expliqué après que j'ai raconté le dîner et ses conséquences. Un enfant est désigné comme le problème, ce qui permet à tout le monde d'éviter de regarder ses propres problèmes. Mais pourquoi moi, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis des années. Souvent, c'est l'enfant qui menace la mythologie familiale d'une manière ou d'une autre, a-t-elle suggéré. Peut-être que votre indépendance ou vos choix différents ont fait de vous une cible facile. Nous avons longuement discuté des limites et le docteur Marshall m'a aidé à rédiger un email clair à envoyer à ma famille, décrivant exactement ce qui s'était passé de mon point de vue et ce qui devrait changer pour que j'envisage une quelconque relation à l'avenir. Attendez-vous à de la résistance, a-t-elle prévenu. Quand vous changez les règles du jeu, ceux qui bénéficiaient des anciennes règles résisteront le plus fort. Elle avait raison. L'email a déclenché une nouvelle vague de réponses, Jessica mobilisant immédiatement des amis communs et la famille élargie pour me ramener à la raison. Mon téléphone s'est rempli de messages de cousins et d'amis de la famille, la plupart commençant par « je ne veux pas m'en mêler », mais avant de faire exactement cela, en se basant uniquement sur la version des faits que Jessica avait partagée. Ma tante Olivia a appelé mardi soir. Ta mère est hors d'elle, a-t-elle commencé sans préambule. Elle dit que tu les punis pour un stupide malentendu au dîner. Est-ce qu'elle t'a dit en quoi consistait ce malentendu, ai-je demandé. Quelque chose à propos de Théo qui renverse de l'eau accidentellement et de ta surréaction. La distorsion continue de la réalité était à la fois exaspérante et éclairante. Ce n'est pas ce qui s'est passé, tante Olivia. Théo a délibérément craché dans ma nourriture, a annoncé que sa mère avait dit que je le méritais, et tout le monde a ri. Puis ils m'ont dit de ne plus les contacter jusqu'à ce qu'ils réalisent que j'arrêterai de payer leur crédit. Le silence qui a suivi était révélateur. Oh, a-t-elle finalement dit. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je ne suis pas surprise, ai-je répondu avec lassitude. Mercredi, le stress s'était manifesté physiquement. Un mal de tête persistant pulsait derrière mes yeux, et mon estomac se nouait douloureusement chaque fois que mon téléphone sonnait avec un nouveau message. J'ai décidé de prendre 3 jours de congé, utilisant ce temps pour rencontrer ma banque afin de supprimer le prélèvement automatique pour le crédit de mes parents, et pour consulter un conseiller financier sur la restructuration de mon budget. Vous vivez sur le fil du rasoir financièrement depuis des années, a souligné le conseiller en examinant mes relevés. Sans ce paiement de crédit, vous pourriez réellement commencer à épargner pour votre propre avenir. La réalité de tout ce que j'avais sacrifié financièrement m'a frappé à nouveau. 3 ans de paiement s'élevaient à plus de 70 000 €, de l'argent qui aurait pu servir d'apport pour ma propre maison ou d'épargne retraite conséquente. Au fur et à mesure que la semaine avançait, j'ai commencé à formuler un plan. J'avais besoin d'espace, physique et émotionnel, loin de la pression constante. Laure m'a offert son chalet à la montagne, un refuge petit mais confortable à environ 2 heures de la ville où je pourrais décompresser et réfléchir clairement sans le barrage d'appels et de visites inattendues. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté. L'endroit est vide de toute façon jusqu'à la saison de ski. Vendredi, j'avais organisé une remplaçante pour la semaine suivante, fait une valise avec l'essentiel, et informé mon directeur de l'urgence familiale nécessitant mon absence. Alors que je chargeais ma voiture, le SUV élégant de Jessica est entré dans le parking de l'immeuble. Cette fois, elle avait amené des renforts, Étienne et papa. La vue des 3 s'approchant de ma voiture comme un comité d'intervention m'aurait peut-être intimidé une semaine plus tôt. Maintenant, je ressentais simplement une résolution lasse. Nous devons parler, a dit papa,
sa voix portant l'autorité qui avait fait taire les désaccords tout au long de mon enfance. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon email, ai-je répondu en fermant mon coffre. Je prends un peu de temps pour moi. Tu veux dire que tu fuis, a lancé Étienne. Non, les jeux corrigés calmement. Je pose des limites. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Jessica s'est avancée, son expression un masque de préoccupation soigneusement construit. Solange, ça a assez duré. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, il est temps d'être raisonnable et de régler ça en famille. Je suis d'accord que nous devons régler les choses, ai-je reconnu, mais cela ne peut se faire qu'avec honnêteté et respect. Jusqu'à présent, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Que veux-tu, a demandé papa sèchement. Est-ce une question d'argent? Parce que nous pouvons discuter d'un plan de remboursement pour l'aide au crédit une fois que les choses se seront calmées financièrement. Sa façon de présenter la situation comme purement transactionnelle manquait tellement le fond du problème que j'ai failli rire. Il ne s'agit pas d'argent, lui ai-je dit. Il s'agit de respect, de vérité et de limites saines. J'ai besoin de temps pour déterminer quel type de relation est possible à l'avenir, si tant est qu'il y en ait une. Si tant est qu'il y en ait une, a répété Jessica avec incrédulité. Tu t'entends? Ce sont tes parents. Oui, ce sont mes parents, ai-je convenu. Et tu es ma sœur et Étienne est mon frère. Mais la famille, c'est plus que de la biologie. C'est la façon dont on se traite les uns les autres. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace pour digérer la façon dont j'ai été traité et décider de la suite. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, je pouvais les voir debout dans le parking, leurs expressions allant de la colère à l'incrédulité. En m'éloignant, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. La route devant moi était incertaine, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je donnais la priorité à mon propre bien-être par rapport aux exigences et aux attentes d'un système familial qui m'avait constamment dévalorisé. Les montagnes se profilaient à l'horizon, leur présence solide rappelant que certaines choses restent stables même quand tout le reste semble changer. J'ai monté le son de la radio et j'ai dirigé ma voiture vers la promesse de paix et de clarté qui m'attendait dans les collines tranquilles au-delà de la ville. Le chalet de l'Or était niché au milieu de grands pins sur le flanc du mont Cooper, un chalet en A avec de grandes fenêtres qui capturaient la vue imprenable sur la vallée en contrebas. En déverrouillant la porte et en entrant, l'odeur de cèdre et de pin m'a enveloppé, et le silence absolu semblait être une présence physique après des jours de chaos émotionnel. J'avais éteint mon téléphone avant de quitter la ville, informant seulement Laure et le directeur de mon école de l'endroit où je me trouvais. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, j'étais complètement indisponible aux exigences et aux attentes de ma famille. La liberté était à la fois exaltante et terrifiante. Les 3 premiers jours, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai dormi 10 ou 12 heures d'affilée, mon corps relâchant des années de tension. J'ai pris des repas simples sur la terrasse, en regardant les aigles tournoyer dans le ciel bleu clair. J'ai parcouru des sentiers forestiers, le rythme de mes pas sur les aiguilles de pin douce créant un état méditatif qui a permis à mes pensées de s'apaiser. Le 4e jour, j'ai trouvé un journal dans la petite bibliothèque du chalet, ses pages blanches et accueillantes. Avec une tasse de thé à côté de moi, j'ai commencé à écrire. Sans structure ni but au départ, laissant simplement les mots couler sans censure ni souci de la façon dont ils pourraient sonner pour quelqu'un d'autre. Ce qui en est ressorti m'a surprise. Au-delà de la blessure immédiate de l'incident du dîner, je me suis retrouvé à raconter des schémas de traitement remontant à la petite enfance. La fois où Jessica a cassé mon projet de science la veille de sa remise, et où maman a dit que j'aurais dû le garder hors de son chemin. Le Noël où Étienne a reçu une console de jeux coûteuse alors que j'ai eu un pull d'un magasin discount. Les manières subtiles dont mes accomplissements étaient minimisés tandis que mes erreurs étaient magnifiées et rappelées des années plus tard. Page après page se remplissaient de souvenirs, chacun une petite blessure qui n'avait jamais été reconnue ni autorisée à guérir. Les écrire n'effaçaient pas la douleur, mais cela validait mon expérience d'une manière qui semblait puissante et nécessaire. À la fin de la semaine, mon écriture avait évolué du catalogage des blessures passées à l'analyse des dynamiques qui leur avaient permis de perdurer. J'ai reconnu mon propre rôle dans la perpétuation des schémas, mon besoin désespéré d'approbation m'amenant à accepter un traitement que j'aurais dû rejeter. J'ai vu comment le soutien financier était devenu ma façon d'essayer d'acheter l'amour et le respect qui auraient dû être donnés librement. Dans le calme des montagnes, je pouvais enfin entendre ma propre voix clairement, sans l'interférence immédiate des membres de ma famille qui recadraient ma réalité pour l'adapter à leur récit. Au cours de ma 2e semaine au chalet,
j'ai rallumé brièvement mon téléphone chaque soir, parcourant rapidement les messages vraiment importants avant de l'éteindre à nouveau. Le volume des communications de ma famille avait diminué, mais avait pris un ton plus stratégique. Jessica était passée des accusations à l'inquiétude pour mon état mental. Maman envoyait des textos quotidiens chargés de culpabilité sur la façon dont mon absence affectait tout le monde. Les messages de papa étaient brefs mais directs. Cette situation exige une résolution. Appelle-moi. Le 10e jour, j'ai reçu un appel inattendu de ma tante Olivia, la sœur de ma mère, qui avait toujours gardé une certaine distance par rapport aux drames familiaux. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, a-t-elle dit quand j'ai répondu, à propos de ce qui s'est réellement passé au dîner. Oui, ai-je encouragé lorsqu'elle a fait une pause. Je te crois, a-t-elle dit simplement. Et je dois te dire quelque chose. Ta mère m'a appelé après ton départ ce soir-là, avant qu'il ne réalise que tu arrêterais les paiements du crédit. Elle riait, Solange. Elle riait de la façon dont Théo t'avait remise à ta place. La confirmation de ce que je savais déjà faisait mal malgré tout. Merci de me dire la vérité, ai-je réussi à dire. Il y a plus, a poursuivi Olivia. La situation financière de tes parents n'est pas ce que tu penses. Oui, ils avaient besoin d'aide après la crise cardiaque de ton père, mais ils auraient pu gérer le crédit eux-mêmes après la première année. Ils ont continué à accepter ton argent parce que c'était pratique, pas parce qu'ils auraient perdu la maison sans cela. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Comment sais-tu ça? Ton père l'a dit à mon mari lors d'une partie de golf l'été dernier. Il se vantait de la façon dont ils avaient pu faire une croisière avec l'argent qu'ils auraient dépensé pour le crédit si tu ne le couvrais pas. La trahison semblait fraîche et vive, une nouvelle blessure par-dessus les anciennes. Je vois, ai-je dit, ma voix semblant distante même à mes propres oreilles. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a admis Olivia. Mais tu sais comment cette famille fonctionne. Maintenir la paix. Ne pas faire de vagues. Je suis désolé, Solange. Après avoir raccroché, j'ai marché pendant des heures le long des sentiers de montagne, digérant cette nouvelle information. Ce que j'avais considéré comme un soutien financier nécessaire, un sacrifice fait par amour et par devoir, était essentiellement une escroquerie. Il m'avait utilisé, sachant que je ne refuserais pas d'aider une famille dans le besoin. Ce soir-là, j'ai appelé Laure, ayant besoin d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui me connaissait bien. Je ne suis pas surprise, a-t-elle dit après que j'ai raconté les révélations d'Olivia. Tu te souviens quand ils ont rénové leur cuisine l'année dernière? Je me demandais alors comment ils pouvaient se le permettre s'ils avaient du mal avec le crédit. Je me sens tellement stupide, ai-je admis. Non, a dit fermement Laure. Tu as été une fille aimante et solidaire. Ce sont eux qui ont profité de cet amour. C'est leur faute, pas la tienne. La conversation s'est tournée vers Étienne, et une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Savais-tu qu'il a fait 2 séjours en cure de désintoxication pour une addiction à la cocaïne, a demandé Laure. Ma cousine travaille au centre de désintoxication de la vallée. Elle l'a mentionné il y a des mois, mais j'ai supposé que tu savais. Je ne savais pas. Cela expliquait tant de choses sur le comportement erratique d'Étienne, l'argent qui semblait disparaître, les périodes d'isolement suivies d'une énergie frénétique. Un autre secret de famille gardé de moi pendant que je continuais à fournir un soutien financier. Alors que la 2e semaine au chalet touchait à sa fin, je savais que je devais retourner en ville et à ma vie. Le temps passé loin m'avait apporté une perspective et une force cruciale. Mais la vraie guérison viendrait de l'établissement et du maintien de nouvelles limites dans des relations actives, pas dans l'isolement. La nuit précédant mon départ, j'ai rédigé un email à mes parents, Jessica et Étienne. Il était direct et sans compromis. Je rentre à Lyon demain. J'ai utilisé ce temps pour réfléchir à notre dynamique familiale et à ma place au sein de celle-ci à l'avenir. Voici mes limites. 1. Je ne reprendrai pas les paiements du crédit. Vous avez 30 jours à compter de ma notification initiale pour prendre d'autres dispositions. 2. Je ne discuterai avec personne qui nie ou minimise ce qui s'est passé au dîner. Toute relation à l'avenir doit commencer par la reconnaissance de la vérité. 3. Je n'accepterai pas les abus verbaux, la manipulation ou le gaslighting. Toute conversation qui en contiendra prendra fin immédiatement. 4. Je ne rencontrerai les membres de la famille individuellement qu'en présence d'un médiateur professionnel au début. 5. Je ne fais aucune promesse sur ce à quoi ressemblera notre relation à l'avenir. Cela dépend entièrement de votre volonté de respecter ces limites et de vous engager honnêtement. J'ai envoyé l'email,
puis j'ai éteint mon téléphone pour une dernière nuit de paix avant de réintégrer les complexités de ma vie. Retourner à mon appartement le lendemain était étrange, comme si j'étais une personne différente revenant dans un espace familier. À bien des égards, je l'étais. La Solange qui était partie 2 semaines auparavant avait été brisée par la trahison, mais encore incertaine de son droit à poser des limites fermes. La femme qui revenait comprenait que des limites saines n'étaient pas seulement un droit, mais une nécessité. Les jours suivants ont apporté la résistance attendue. Mes parents ont demandé une réunion sans médiateur, que j'ai refusée. Jessica a essayé de contourner mes limites en se présentant sans prévenir à mon appartement, trouvant la porte fermée. Étienne a envoyé des textos en colère suivis de textos d'excuses, un cycle que j'ai observé mais auquel je n'ai pas participé. Grâce à une collègue, j'ai trouvé Jennifer Winters, une médiatrice familiale expérimentée dans les situations de conflits élevés. Elle a accepté de faciliter une réunion, que mes parents ont acceptée à contre-cœur après avoir réalisé que je ne céderais pas sur cette exigence. La première session a été, comme on pouvait s'y attendre, difficile. Maman a de nouveau tenté de réécrire l'histoire, affirmant qu'il n'avait accepté l'aide financière que parce que Solange avait insisté. Papa a soutenu que les affaires de famille devaient rester privées, non discutées avec des étrangers. Jessica a refusé de reconnaître son rôle dans l'incident du dîner, maintenant que j'avais mal interprété l'erreur innocente d'un enfant. Jennifer a habilement redirigé chaque tentative de déviation et de minimisation, gardant le cap sur l'établissement d'une base de vérité avant que toute guérison puisse commencer. À la fin de la session de 2 heures, peu de progrès concrets avaient été réalisés, mais le schéma de déni avait été exposé en présence d'un tiers neutre. Ce n'est que le début, m'a assuré Jennifer par la suite. Les systèmes familiaux ne changent pas du jour au lendemain, surtout lorsque la dynamique actuelle profite à la plupart des membres. Le développement le plus surprenant est venu d'Étienne. Après 3 semaines d'alternance entre messages hostiles et silence, il a demandé une réunion privée, acceptant mes conditions de la présence de Jennifer. J'étais en cure de désintoxication, a-t-il admis dans les 5 premières minutes de notre session. Encore. La 3e fois en fait. Je suis sorti la semaine dernière. La franchise était inattendue, une rupture avec l'évitement et le déni typique de notre famille. Cocaïne, ai-je demandé, me souvenant de ce que Laure m'avait dit. Il a semblé surpris mais a hoché la tête. Comment tu savais? J'ai mes sources, ai-je simplement dit. Pourquoi personne ne me l'a dit? Étienne a bougé, mal à l'aise. Jessica et maman pensaient que ce serait mieux si tu ne savais pas. Elles ont dit que tu l'utiliserais contre moi d'une manière ou d'une autre. L'absurdité de cette logique m'a momentanément laissé sans voix. J'avais soutenu financièrement la famille tout en étant délibérément tenu dans l'ignorance des problèmes majeurs qui les affectaient. Cette idée d'entreprise, la boutique de cigarettes électroniques, a poursuivi Étienne, ce n'était pas réel. J'avais besoin d'argent pour des dettes. De sales dettes envers de sales personnes. L'honnêteté, bien que tardive, ressemblait à la première interaction authentique que j'avais eue avec un membre de ma famille depuis des années. Merci de me dire la vérité, ai-je dit avec précaution. C'est important pour moi. Au fil des semaines, j'ai progressivement établi un nouveau rythme dans ma vie, un qui donnait la priorité à mon bien-être aux côtés de mes responsabilités envers les autres. J'ai créé un groupe de randonnée le samedi, renouant avec mon amour de la nature que la retraite au chalet avait ravivé. J'ai rejoint une chorale communautaire, redécouvrant la joie de chanter qui avait été mise de côté pendant des années de travail supplémentaire pour couvrir les paiements du crédit. J'ai recommencé à sortir, rencontrant Marc, un professeur de sciences au lycée, lors d'un atelier de développement professionnel. Son style de communication directe et son respect des limites semblaient être une révélation après des années à naviguer dans les champs de mines émotionnelles de ma famille. La première saison des fêtes approchait, apportant la pression attendue de retourner aux anciens schémas. Ce ne sera pas Noël sans toi, a texté maman début décembre. La tactique de culpabilisation qui aurait fonctionné infailliblement par le passé semblait maintenant transparente et inefficace. J'envisagerais de me joindre pour le dîner de Noël si nous continuons à progresser en médiation, ai-je répondu. Les conditions étaient claires, le choix lui appartenait. Finalement, j'ai passé le réveillon de Noël avec Marc et sa famille chaleureusement chaotique, et le jour de Noël avec Laure et un groupe d'amis qui était devenu une famille choisie. Pour la première fois de mémoire, la saison des fêtes s'est déroulée sans épuisement émotionnel ni contrainte financière. Alors que j'approchais du premier anniversaire du dîner fatidique, j'ai réalisé à quel point ma vie s'était profondément transformée.
L'appartement qui avait autrefois semblé être simplement un endroit où dormir entre le travail et les obligations familiales était devenu un véritable foyer, rempli de livres, de plantes et de touches personnelles que je n'avais jamais pris la peine d'ajouter auparavant, supposant que je finirais par déménager pour répondre aux besoins de la famille. Ma relation avec Marc s'était approfondie en quelque chose de construit sur le respect mutuel et l'affection sincère. Ma carrière s'était épanouie, l'énergie auparavant consommée par les drames familiaux étant désormais dirigée vers des initiatives pédagogiques créatives. L'anxiété de fond constante qui avait été ma compagne de toujours s'était estompée pour devenir une visiteuse occasionnelle plutôt qu'une résidente permanente. Plus important encore, j'avais appris à faire confiance à mes propres perceptions et à honorer mes propres besoins. Les schémas familiaux qui avaient autrefois semblé immuables s'étaient avérés susceptibles de changer après tout. Non pas par la dispute ou la persuasion, mais par l'acte simple et puissant de refuser de participer plus longtemps à des dynamiques dysfonctionnelles. 1 an après que Théo a craché dans ma nourriture et changé le cours de mes relations familiales pour toujours, je me tenais dans mon appartement nouvellement acheté, arrangeant des fleurs sur la table de la salle à manger pour une petite pendaison de crémaillère. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres qui donnaient sur un petit jardin communautaire, où les bulbes de printemps commençaient tout juste à sortir de terre. Les 12 derniers mois avaient apporté des changements que je n'aurais jamais pu imaginer lors de ce trajet larmoyant en rentrant du dîner d'anniversaire de ma mère. Certains douloureux, d'autres libérateurs, tous nécessaires à une croissance qui avait été freinée par des décennies de dynamique familiale malsaine. Mes parents avaient finalement trouvé un moyen de gérer leur crédit sans mon aide. Papa a pris un poste de consultant à temps partiel chez son ancien employeur, et ils ont déménagé dans une maison plus petite dans un quartier moins cher. Notre contact est resté limité, mais a évolué vers quelque chose qui ressemblait à un respect mutuel, sinon la proximité chaleureuse que j'avais autrefois désespérément cherchée. Maman tombait encore occasionnellement dans de vieux schémas de comparaison et de critique. Mais maintenant, je reconnaissais ses comportements pour ce qu'ils étaient, des reflets de ses propres insécurités plutôt que des évaluations précises de ma valeur. Je pouvais reconnaître ces moments sans les absorber, une compétence qui avait transformé nos interactions. Jessica maintenait la plus grande distance, mal à l'aise avec la nouvelle dynamique où ces mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser. Nous nous voyions lors des événements familiaux auxquels je choisissais d'assister, échangeant des conversations polies mais minimales. Son influence sur les récits familiaux avait considérablement diminué une fois que j'avais cessé de participer aux dynamiques qui donnaient du pouvoir à ces récits. Le développement le plus surprenant avait été avec Étienne. Après avoir terminé son programme de réhabilitation avec succès, il s'était inscrit à l'université et travaillait à temps partiel dans une librairie locale. Notre relation s'était reconstruite lentement, basée sur l'honnêteté plutôt que sur le lien fraternel obligatoire qui avait masqué tant de vérité par le passé. Le fait que tu aies tenu tête à tout le monde a changé les choses, m'a-t-il avoué lors d'un café 3 mois plus tôt. Ça m'a fait réaliser que je pouvais changer aussi, au lieu de simplement jouer le rôle qu'ils attendaient. La sonnette a retenti, interrompant mes pensées. Laure est arrivée la première, apportant un spatifilum en pot et une bouteille de champagne. Au nouveau départ, a-t-elle dit en m'embrassant chaleureusement. Marc a suivi peu après, sa présence stable étant une force d'ancrage dans ma vie. Nous sortions ensemble exclusivement depuis 8 mois, prenant les choses lentement, tous deux conscients de l'importance de construire une fondation basée sur une compatibilité authentique plutôt que sur le comblement de vides émotionnels. Alors que mon petit cercle d'amis arrivait, l'appartement s'est rempli de conversations et de rires. Le docteur Marshall, ma thérapeute, qui était devenu un soutien précieux, m'avait encouragé à célébrer cette étape formellement, à reconnaître le courage qu'il avait fallu pour remodeler ma vie selon des schémas plus sains. L'achat de cet endroit représente plus que la simple propriété, avait-elle souligné lors de notre dernière session. Il symbolise l'investissement en vous-même, en votre avenir, en votre droit de créer un foyer stable qui vous appartient vraiment. Au milieu de la soirée, mon téléphone a sonné avec un SMS. Mon père envoyant un message simple mais significatif. Ton appartement a l'air sympa sur les photos que Laure a partagées. Fier de toi. La reconnaissance, sans qualification ni comparaison, semblait authentiquement nouvelle. Pas démonstrative, pas émotionnellement expressive comme j'aurais pu le désirer autrefois, mais authentique dans sa simplicité. Alors que les invités partaient et que Marc m'aidait à débarrasser les verres et les assiettes, il a demandé pensivement, « Comment te sens-tu » Aujourd'hui doit remuer beaucoup de choses. J'ai réfléchi attentivement à la question, voulant que ma réponse reflète la complexité réelle de mes émotions plutôt qu'une version simplifiée. Je me sens en paix, ai-je finalement dit.
Pas parce que tout est parfait ou que toutes les relations sont guéries exactement comme je le souhaiterais. Mais parce que je sais maintenant que ma valeur ne dépend pas de leur validation. Je peux aimer ma famille sans avoir besoin qu'ils comblent tous mes besoins émotionnels. Je peux poser des limites sans me sentir coupable. Plus tard dans la soirée, après que Marc soit rentré chez lui, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, la voix à l'autre bout du fil m'a surprise. Tati Solange, c'est Théo. Mon neveu, maintenant âgé de 10 ans, semblait nerveux. Je ne lui avais pas parlé directement depuis le dîner un an auparavant. Théo, comment vas-tu? J'ai gardé ma voix neutre, incertaine du but de cet appel. Ça va. Écoute, je veux dire quelque chose. Il a fait une pause, semblant rassembler son courage. Je suis désolé pour ce qui s'est passé à l'anniversaire de mamie l'année dernière. Ce que j'ai fait était vraiment méchant. Les excuses, venant clairement de lui plutôt que dictées par Jessica, m'ont prise au dépourvu. Merci de dire ça, Théo. Ça signifie beaucoup pour moi. Maman ne sait pas que je t'appelle, a-t-il avoué. Mais papa a dit que parfois, il faut s'excuser même si personne ne te le dit. La mention de Didier prenant cette initiative m'a surprise encore plus. Il avait toujours semblé se contenter de suivre la ligne de Jessica dans les affaires familiales. Ton père a raison, ai-je dit à Théo. Cela demande un vrai courage et de la maturité. Tu es toujours fâché contre moi, a-t-il demandé, l'enfant derrière l'acte soudainement évident dans son ton incertain. Non, Théo, je ne suis pas fâché contre toi. J'ai été blessé par ce qui s'est passé, mais je comprends que tu suivais ce que tu pensais que les adultes voulaient. Je peux te demander autre chose, c'est-il risqué? Bien sûr. Est-ce que tu peux m'apprendre des choses sur les roches un de ces jours? Papa a dit que tu connaissais beaucoup de choses sur la géologie en tant que prof. La simple demande, si innocente et déconnectée des politiques familiales, m'a fait monter les larmes aux yeux de manière inattendue. J'aimerais beaucoup ça, lui ai-je dit. Peut-être qu'on pourrait faire une randonnée et chercher des spécimens intéressants. Après nous être dit au revoir, je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville contre le ciel nocturne. La conversation avec Théo avait éclairé quelque chose d'important, la guérison ne venait pas toujours sous les formes ou des sources que nous attendions. Parfois, elle arrivait dans de petits moments de connexion authentique qui contournaient les schémas enracinés. Le parcours de l'année écoulée m'avait appris de nombreuses leçons, que se défendre n'est pas de l'égoïsme mais de l'autopréservation, que les schémas établis sur des décennies peuvent être brisés, mais seulement quand quelqu'un refuse de jouer le rôle qui lui est assigné, que le pardon n'exige pas d'oublier ou de continuer à accepter les mauvais traitements, que la famille peut être à la fois ceux avec qui nous sommes nés et ceux que nous choisissons. Plus important encore, j'avais appris que s'éloigner est parfois le choix le plus aimant, non seulement pour soi-même, mais pour ceux qui se sont habitués à vous traiter comme moins que ce que vous méritez. Mon absence avait créé un espace de réflexion et de changement que ma présence, accommodante et apaisante, n'aurait jamais pu créer. La jeune femme qui était rentrée chez elle en larmes cette nuit-là, remettant en question sa propre valeur et sa réalité, s'était transformée en une femme qui faisait confiance à ses perceptions, honorait ses besoins et reconnaissait sa valeur intrinsèque. Le parcours avait été douloureux, mais la liberté de l'autre côté valait chaque étape difficile. Alors que je me prépare à commencer une nouvelle année scolaire à enseigner à de jeunes esprits, j'emporte également ces leçons dans ma classe. Je recherche les enfants silencieux qui peuvent se sentir invisibles, ceux qui ont appris à minimiser leurs accomplissements ou à s'excuser de leur existence. Je m'assure qu'ils sachent que leur voix compte, que leurs expériences sont validées, que leurs limites méritent le respect. L'assiette n'était qu'un dîner, mais ce qui a débordé cette nuit-là, c'était 20 ans de manque de respect accepté. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de vous éloigner jusqu'à ce qu'ils apprennent à voir votre valeur.